La commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous les États qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non, ça c'est inacceptable. Donc il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement, on ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Mais qui les nomme ceux que vous considérez comme des activistes? Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça c'est inacceptable. Avec la commission de la CEDEAO, est-ce que, Monsieur le Président, il y a eu un retour de vos homologues de la sous-région? Non. OK. Non, on ne retour de rien. Tout le monde se connaît. À l'époque, si vous vous souvenez, le président Biden a pris un décret en sanctionnant Guinée-Bissau. Moi aussi, dans cette salle, j'ai pris un décret, j'ai sanctionné les États-Unis. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, estime que son pays manque actuellement de classe politique suffisamment formée pour assurer la relève s'il venait à quitter le pouvoir. Comment? Vous n'avez pas le niveau. Il est trop fort. Ah, c'est terrible. C'est ce qu'il a affirmé lors d'un entretien exclusif accordé à la RT en français avec des journalistes qui lui posaient des questions. Bref, c'était une interview. Il a fait comprendre que pour l'intérêt de son pays, il a décidé de se représenter aux élections présidentielles. Quelle générosité, quel grand homme, quel gars magnifique. Évoquant son bilan, le président sortant a souligné les progrès réalisés sous son mandat. Il a quand même fait quelque chose. Ces dernières années, son pays a traversé des turbulences politiques. En décembre 2023, à la suite de troubles qualifiés de tentatives de coup d'État, Embalo avait annulé un décret fixant les élections législatives au 24 novembre 2024, invoquant donc des contraintes logistiques et financières. Le 3 mars, il a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat, affirmant sa détermination à remporter les élections dès le premier tour. Voilà. Donc, je vous laisse avec l'interview et on se retrouve en fin de vidéo pour une légère actualité entre la France et la Côte d'Ivoire et on se laisse. J'aimerais revenir, alors c'est lié également à l'actualité électorale, avec cette mission de la CEDEAO qui a été dépêchée en Guinée-Bissau, c'était la semaine dernière, enfin à partir du 21 février, pour, je cite, parvenir à un consensus sur l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Ils ont dû partir précipitamment du pays. Pour quelles raisons? Comment ça s'est déroulé? Moi, je pense que c'était une mission qui a commis une grande erreur. Tu ne peux pas avoir un feu de route et sortir de ce feu de route. C'est comme une voiture. Quand tu sors d'un voie, tu vas cogner. Mais Guinée-Bissau, ce n'est pas un pays. Nous sommes un pays souverain. Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous les États qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et alors cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. J'ai l'accepté, mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, la violation justement de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Oui, Monsieur le Président. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, même c'est pas envisageable. Et c'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident. Donc, tout ce qu'on fait, on le décide en collège. Voilà. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot pour vous? Absolument.
Pour moi, on ne se badine pas avec la souveraineté d'un pays. Mais qu'est-ce qui explique donc, Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'État qui décident, mais il y a une commission effectivement de La commission, c'est nous qui les mandate. Oui, mais justement... C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui mandate la commission. Et ce n'est pas à l'inverse. Non. C'est pas à l'inverse. Alors pour en revenir à la CEDEAO, il y a d'ailleurs ce drapeau dans cette même pièce. Vous l'avez rappelé, la Guinée-Bissau est un membre fondateur de cette institution. Comment évaluez-vous l'évolution de cette organisation? On a vu en début d'année 3 pays en sortir. C'est dommage. Moi, je pense qu'on doit revoir beaucoup de choses en arrière. C'est dommage, c'est pénible que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent l'organisation qui les appartient. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, moi, je ne peux pas parler de ces pays comme je vous dis. Je respecte la souveraineté de chaque pays. Et même au-delà de ces 3 pays, on sent une certaine défiance à travers l'Afrique occidentale envers cette institution. Oui, parce que je pense que les gens, des fois, ils n'ont pas le sens des limites. On doit connaître d'abord notre pouvoir, ça commence où et termine où. Si on a ce sens des limites, comme ça, on ne peut pas faire des... Vous pensez que les prérogatives de la CEDEAO n'ont pas été bien établies, peut-être? C'est une organisation qu'on doit calibrer. Mais on va les calibrer. Nous, les chefs d'État, on va les calibrer. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non, ça c'est inacceptable. Donc il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement, on ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Mais qui les nomme ce que vous considérez comme des activistes? Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça c'est inacceptable. Non, CEDEAO c'est une institution crédible. C'est une institution crédible. Mais c'est dommage qu'on voit elle est en train de s'effondrer. On doit le relever. Et avec quels objectifs doit défendre la CEDEAO? Et aujourd'hui, je pense que, bon, c'est très compliqué, la situation que nous tous on traverse, au sein de notre Union, et de notre zone, CECOAS. Il y a beaucoup de coups d'État. Et la solidarité d'abord, c'est très important. Parce que si on n'avait pas géré ces situations de Mali, Burkina, le Niger, on n'aurait pas perdu ces 3 pays frères. Mais c'est dommage qu'on a perdu ces 3 frères. Mais je pense que c'est possible encore, les retrouvailles. C'est possible, même avec la création d'une autre organisation. Non, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que le bon sens. Oui. Voilà, parce que la population, c'est la même, comme je vous dis. Oui. Et des fois, c'est une question d'incompréhension. Très banale. Justement, le malentendu, je pense que ça a été là. C'est quand il y a eu des menaces d'intervention armée, en Niger en particulier, et ça a braqué les dirigeants des pays concernés. Oui, mais même celle-là, c'est de notre faute. On pouvait utiliser notre stratégie, mais malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas regarder à la rétroviseur. Il faut regarder en avant pour qu'on puisse sauver la CEDEAO. Mais c'est dommage toujours qu'on a des gens dans la CEDEAO qui commettent. Regarde l'erreur qu'ils voulaient commettre ici. Ils voulaient nous amener dans une crise politique profonde. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas le rôle de la CEDEAO. Faire une feuille de route. Ici, il y a la loi. Il y a la loi. Oui. Ici, le président de la République, nous, par exemple, dans l'année des élections, c'est de 23 octobre au 23, au 25, maximum novembre. Même moi, j'avais fait comme une erreur, ce n'est pas 30. Là, on va rappeler les élections au 23 novembre. Parce qu'il y a la Constitution et les lois électorales. Tu ne peux pas sortir de ce cadre. Même si tu prêtes le serment 1er janvier, ça termine ton mandat, mais les élections seront dans cette période. Parce que c'est la loi. C'est dans notre loi et dans la Constitution de la République de Guinée-Bissau. Voilà. Et ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai gagné les élections avec une contestation. Donc, la Cour suprême qui fait la veste de Cour constitutionnelle avait prolongé les ressources, les recours constants. Est-ce qu'il a décalé, en fait? Décalé jusqu'à 4 septembre. C'est là-bas qu'ils sont tranchés. Et à partir de cela, même les partis contraires m'avaient demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit jamais, je n'aurais pas fait ça, je suis déjà là. C'est bon, on commence, on tourne la page. Ils m'avaient demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit, mais ça ne va pas, non, non. Parce qu'il avait perdu, il m'a félicité. Oui. Perdu, félicité. 5 jours après, non, 48 heures après, il s'est dit non, il n'a pas perdu. Il est parti au Cour suprême. C'est normal. C'est dans son droit. Mais donc, voilà, le Cour suprême
C'est le même qui est là. Aujourd'hui, il ne peut pas prendre des mesures où ce n'était pas favorable à lui. Il faut dire qu'ils ne sont pas bien. Non, non. Et le CEDEAO doit suivre la loi de la République de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau. Pas juste la République de Guinée-Bissau, dans tous les pays membres. Parce que les pays sont souverains. La CEDEAO n'est pas une institution souveraine. C'est vrai que peut-être c'est une cuisine, c'est la cuisine interne, mais avec cet épisode, justement, avec la commission de la CEDEAO, est-ce que, Monsieur le Président, il y a eu un retour de vos homologues de la sous-région? Non. OK. Non, on ne tourne rien. Tout le monde se connaît. On se connaît. La page est tournée, on peut dire. Oui, la page est tournée, on suit en avant. Et moi, je m'occupe de mon pays, chacun. Être président en exercice de la CEDEAO, ce n'est pas dire que tu es président en Guinée-Bissau. Moi, j'étais président en exercice. Mais je n'étais pas président au Sénégal, ni au Nigeria. Mais le Nigeria, il a son président. S'il y a un souci, je prends mon téléphone, j'appelle Macky, j'appelais Tinubu à l'époque, au président Bouhari et les autres. Que je peux appeler pour lui demander, mon frère, qu'est-ce que c'est pas? C'est juste ça. De manière courtoise et respect, et poli. C'est pas pour arriver, non. Mais attends, nous sommes des collègues plutôt qu'être chef de l'autre, non. Alors, on comprend, Monsieur le Président, effectivement, vous l'avez dit, la page est tournée. On reste quand même, toujours en ce qui concerne la Guinée-Bissau, la sous-région, vous êtes au cœur d'une médiation avec confident. On parle de la Casamance, par exemple, au temps du président Macky Sall. Vous avez pu obtenir justement un accord de paix avec ce qu'on appelle les rebelles. Au temps de Monsieur Diomaye, aujourd'hui, qui est au pouvoir, vous avez reçu le Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a une différence dans cet accord de paix que vous avez trouvé? Non. C'est la même dynamique. C'est la même dynamique avec... c'est vrai que Macky, c'est mon frère. Mais quand Diomaye est venu, il m'a étendu la main, on est ensemble. C'est mon jeune frère aussi. Nous sommes des frères. On a les bons rapports. Et puis la Guinée-Bissau et le Sénégal, nos relations dépassent des hommes. Et nous sommes condamnés, indépendamment des relations entre des personnes. Mais oui, parce que... la Guinée-Bissau ne peut pas jouer avec la stabilité du Sénégal. Et les mêmes, le Sénégal aussi ne badine pas avec l'instabilité de la Guinée-Bissau. Parce que l'instabilité ici... Il y a un impact forcément. Un impact au Sénégal, même chose. Donc c'est vice-versa. Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est les pays les plus liés. Nous sommes plus liés avec le Sénégal que tous les pays du monde. OK. Voilà. Malgré que nous, on parle, par exemple, nous sommes des frères avec les Cap-Verts, mais nos relations avec le Sénégal, ça dépasse la relation entre Guinée-Bissau et Cap-Vert. De loin. Et notre relation avec le Sénégal, ça dépasse la relation avec tous les autres pays du monde. Et vice-versa aussi. Parce que c'est le même peuple, on parle le même dialecte, il y a les mêmes tribus. Et puis, voilà. Les liaisons même, les liens entre les deux peuples. Donc, ça dépasse des hommes. Donc, depuis que Diomaye est venu, il est déjà venu ici des fois. Et moi, je suis parti là-bas. Donc, ça se passe bien, nos relations. Et nous sommes condamnés d'aller ensemble. Parler de stabilité politique. Pour un observateur, mettons, occidental, qui n'entend pas souvent parler de la Guinée-Bissau, il peut lire parfois tentative de coup d'État, dissolution du Parlement, et une instabilité politique chronique ces dernières années. Pour quelles raisons et que faire pour y remédier? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de... Les gens exagèrent beaucoup. Mais Portugal, le président Marcelo a dissous le Parlement deux fois. Et là-bas, ce n'est pas une crise. Et nous, en Afrique, on dissout le Parlement deux fois, c'est crise. Mais en Russie, vous dissoudez le Parlement, ce n'est pas une crise parce que c'est la Russie. Mais quand c'est en Afrique, c'est crise. Mais ça, c'est des blabla. Ça, c'est de n'importe quoi. Voilà. C'est comme je vous dis, nous, on ne dépend pas mais nous sommes membres de la communauté internationale. Et nous sommes souverains. Et ici, pour la Constitution, seul le président de la République connaît qu'il doit prendre la décision quand il y a l'instabilité politique. Dissoudre le Parlement. Espagne, par exemple. Combien de fois ils ont dissous le Parlement? Mais personne ne dit l'instabilité politique. Dès qu'il est en Afrique, mais non, on a dépassé ça. D'accord, mais vous-même, vous avez dit le mot tentative de coup d'État à plusieurs reprises. Il y avait les tentatives de coup d'État, c'est vrai, en 2022 et en 2023. Mais ça, je vous promets qu'en tant que je suis président, ça ne va pas se répéter. Ah non, personne ne va oser essayer ça. Mais il y a des choses qui se passent aux États-Unis, par exemple. Ici, par exemple, on n'a jamais envahi les parlements. Dans aucun pays d'Afrique. Mais on a vu ça au Brésil, aux États-Unis, au Capitole. Mais là-bas, ce n'est pas une crise politique. À l'époque même, j'avais mis en garde les gens aux États-Unis. J'ai dit non, je vous mets en garde. On ne peut pas mettre des désordres aux États-Unis. Parce que quand il y a des choses en Afrique, et même nous dit aussi, et on suit
Jusqu'à aujourd'hui, moi je l'avais dit. À l'époque, si vous vous souvenez, le président Biden a pris un décret en sanctionnant Guinée-Bissau. Moi aussi, dans cette salle, j'ai pris un décret, j'ai sanctionné les États-Unis. Voilà, pas de petits États, il n'y a que des États. Et si la Russie l'a fait, je le ferai la même chose. Voilà. Petite information de fin, le 9 mars 2025, les forces armées de Côte d'Ivoire ont débuté un exercice militaire conjoint avec l'armée française bien sûr, dans la région de San Pedro située au sud-ouest du pays. Cette manœuvre en équipe qui va se dérouler du 9 au 13 mars fait partie du cadre de contrôle militaire, ils ont appelé ça coopération militaire entre les deux nations. Contrôle militaire de la France en Côte d'Ivoire, ça c'est ma version, mais pour eux, dans les papiers, ils ont dit coopération militaire entre les deux nations. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit dans le communiqué. L'état-major général des armées a précisé dans son communiqué qu'il informerait les populations locales et les usagers du plan d'eau des éventuels désagréments causés par l'opération, tout en assurant que des mesures seront prises pour en réduire les effets. Quittez là, allez faire vos manœuvres loin, laissez les gens tranquilles, ils ont déjà assez de problèmes. Cet exercice militaire a lieu 2 semaines après la remise officielle du camp Port-Bouët, qui aujourd'hui reste quand même une base militaire française. Vous vous demandez où est le changement? Nous aussi. Ce camp a été rebaptisé camp Thomas Dakin Ouattara. Bravo. Bref, juste pour vous tenir au courant que l'armée française continue à pied levé ses manœuvres et ses différentes actions en Côte d'Ivoire. Donc on ne se détrompe pas de penser un seul instant qu'il y a eu un réel changement. Comme ils ont dit, être présent mais devenir invisible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec la question. Quelle monnaie est souvent proposée comme alternative au dollar pour les échanges internationaux entre les pays des BRICS? A. Le Bitcoin. B. Le yuan chinois. C. L'euro. D. Le dinar algérien.